C'est marrant, hein. Il y a plein d'objets ordinaires dont on ignore souvent l'histoire ou les usages cachés, comme la brosse à dents, autrefois portée comme pendentif par les gens aisés et très utile pour brosser ses sourcils ou la carapace d'une tortue. Ou alors, comme les manuels scolaires. Et plus précisément, puisqu'on est sur une chaîne de géo, les manuels de géographie. C'est vrai que comme ça, ils ont l'air plutôt innocents. Mais détrompez-vous. Il n'y a pas si longtemps, on y trouvait des descriptions de la France servant d'outils de propagande pour le gouvernement et des représentations du monde scientifiquement infondées qui ont légitimé des conflits mondiaux et des politiques racistes. Remontons un peu le temps pour voir tout ça de plus près. Pour le gouvernement français, le livre scolaire a toujours été un moyen très pratique de diffuser sa vision du monde. Tout simplement parce que c'est l'État qui, en France, détermine les programmes scolaires, donc indirectement le contenu des manuels, et parce que ces ouvrages passent entre les mains de milliers d'élèves. Pendant longtemps, les manuels de géo n'ont mentionné que la France. Mais les cartes et les descriptions du pays n'étaient pas si neutres que ça. Elles ont permis au gouvernement de diffuser son idéologie et d'encourager le patriotisme. C'est le cas par exemple sous la Troisième République. À l'époque, le best-seller des manuels scolaires, c'est ça. Le Tour de la France par 2 enfants. Le livre raconte la traversée de l'Hexagone de Julien et André, 7 et 14 ans, et clairement, c'était un outil de propagande servant à inculquer aux élèves les idéaux de la Troisième République, comme le travail, l'amour de la patrie ou le culte du progrès. Déjà, il explique que la géographie de la France en fait un pays parfait, un pays harmonieux et équilibré. Sa forme d'hexagone est géométrique, d'ailleurs ça serait bête qu'on brise la géométrie en perdant l'Alsace-Lorraine. Son climat n'est nulle part extrême, ses paysages et ses traditions sont variés. Bref, un pays qui fait dire au petit Julien « J'aime la France de tout mon cœur, je voudrais qu'elle fût la première nation du monde ». Ensuite, chaque endroit visité par les enfants est le lieu de naissance d'un héros français. Exemple, nous, Lorrains, avons donné à la France de grands généraux pour défendre la patrie. Ou, c'est à Angers que naquit un des plus grands sculpteurs de notre époque, David. Bon, là le message est clair, soyez fiers de la France, patrie de grands hommes et de travailleurs dévoués. Petite parenthèse ensuite, du côté de l'histoire, on passe carrément sous silence des événements qui auraient pu ternir un peu l'image glorieuse de la France, comme le massacre de la Saint-Barthélemy ou la Révolution française, qui sont totalement absents du livre. Et enfin, l'autrice a même fait évoluer le contenu du livre en fonction du message que voulait faire passer l'État. Par exemple, après la loi de 1905, qui impose que l'école soit désormais laïque, elle supprime tous les passages où les enfants découvrent des lieux religieux, comme la visite d'une église de Marseille. Bref, la description de la France doit ancrer dans la caboche des élèves l'idéologie de la Troisième République et éveiller le patriotisme des petits Français. Éveiller le patriotisme, ce sera justement un des objectifs des manuels de géo des années 1940, qui servent, eux, à diffuser l'idéologie du régime de Vichy mené par le maréchal Pétain. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein. Dès 1940, le régime de Vichy revoit les programmes scolaires pour, je cite, qu'ils portent les idées de la Révolution nationale. La Révolution nationale, c'est l'idéologie officielle du régime de Vichy. En gros, Vichy estime que la France a perdu la Seconde Guerre mondiale car elle avait perdu sa vraie nature. Donc, pour régénérer la France, Vichy instaure la Révolution nationale, dont les principes sont entre autres l'apologie des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, la haine des juifs et des communistes, le rejet du modernisme et de l'industrialisation, et la promotion du retour à la terre et au travail manuel. Résultat, les manuels de géo insistent sur la beauté du milieu rural et agricole et sur la richesse des traditions régionales. Ils proposent même aux profs d'emmener les gamins en sortie scolaire dans leur propre commune. Hyper dépaysement, quoi. Bon, le but de tout ça est clair, diffuser l'idéologie du régime de Vichy et ses valeurs nationalistes et conservatrices. Il y a d'ailleurs une autre idéologie que les manuels de géo ont propagée et légitimée, c'est le colonialisme. Car quand les manuels évoquent enfin le monde extérieur, les pays étrangers sont décrits comme des terres à exploiter et leurs habitants comme des êtres inférieurs.
Quand les manuels de géo commencent dans les années 1930 à parler des pays étrangers, et plus seulement de la belle et riche mère patrie, le monde extérieur, et c'est assez frappant d'ailleurs, se résume souvent aux nations colonisées par la France, et ces pays sont décrits comme des terres à exploiter. Prenons l'Afrique par exemple. Quand on décrit ces fleuves, c'est pour préciser qu'ils sont utiles aux colons qui veulent pénétrer dans le pays. Et quand on parle du continent africain, c'est pour indiquer qu'il dispose de ressources nombreuses et variées qu'il serait bête de ne pas exploiter. Tout ça, ça contribue à justifier la colonisation auprès des élèves, auxquels on fait comprendre que la France est une nation modèle qui a pour devoir d'exploiter et de civiliser le reste du monde, fondamentalement inférieur. Car oui, dans les manuels de géo, l'autre est présenté comme différent et primitif. D'abord, il est dit qu'il appartient à une race différente. Car oui, la géo a participé à justifier l'existence de races. Les manuels expliquaient aux élèves que l'environnement, le milieu de vie, donnait aux individus des particularités formant les caractéristiques d'une race. Prenons quelques exemples. Les Esquimaux sont devenus gras pour se défendre contre le froid, ou les peuplades du Haut-Nil ont les jambes allongées à la manière des échassiers pour s'adapter au milieu marécageux. Mais l'autre n'est pas seulement de race différente, il est aussi vu comme arriéré ou primitif. Même dans les années 50, quand la plupart des manuels précisent quand même que le concept de race est discutable et préfèrent classer la population en civilisation, ils expliquent clairement que les civilisations non européennes sont primitives. Elles vivraient éloignées du progrès, utilisant des techniques rudimentaires pour survivre. Voilà ce que disent les manuels. Les aborigènes d'Australie tuent les animaux avec leurs boomerangs, les Esquimaux pêchent le phoque et pratiquent l'anthropophagie en cas de famine, etc. Donc même si on ne parle plus de race, ces représentations sont stéréotypées et elles ont conduit à pratiquer ce que Pierre Gouroux appelle le racisme climatique. Penser que le climat empêche certaines populations d'accéder à la richesse et au mode de vie occidental, perçus comme des signes de supériorité, et les contraint à rester inférieurs. Les manuels de géographie ont donc véhiculé une vision du monde et de l'autre franco-centrée ou raciste, soit par volonté politique, soit par manque de connaissances. Et ce, même après l'époque coloniale. Ça peut paraître étonnant, alors voyons ça en détail. Dans les années 60, c'est le contexte de guerre froide qui contribue à diffuser une image biaisée de l'autre. Bon, à l'époque, c'est simple, le monde se sépare en deux blocs. On a d'un côté le monde communiste et de l'autre le monde occidental mené par les États-Unis et l'Europe. Donc dans les manuels de géo, c'est plus la supériorité de la France qu'on va vanter, mais celle de la civilisation occidentale, décrite comme fine et brillante, dominant les autres civilisations, présentées elles de manière clairement péjorative. Les Russes sont souvent présentés comme à demi civilisés, et les Chinois comme, je cite, perfides et ignorant la solidarité. Alors, cette vision binaire du monde, elle va perdurer dans les années 70-80. Qu'est-ce qui se passe cette fois ? Eh bien, les manuels de géo opposent pays développés, pays sous-développés, puis pays du Nord, pays du Sud. Deux visions jugées aujourd'hui simplistes et dépassées. Dans le premier cas, on considère qu'il y a une voie à suivre, celle du progrès technique et de la croissance économique, et qu'on peut classer les pays en fonction de leur état d'avancement sur cette voie. Du coup, les pays développés ont déjà accédé au progrès, mais les pays sous-développés, eux, sont encore dans le passé. Dans le deuxième cas, les pays riches seraient au nord et les pays pauvres au sud. Une vision binaire qui ne correspond pas à une réalité en fait bien plus complexe. L'Australie ou l'Afrique du Sud, par exemple, ont un PIB par habitant bien plus élevé que des pays du Nord, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Bref, ces deux visions sont simplistes et auraient servi à justifier la supériorité de l'Occident et conduit à traiter de manière péjorative les pays qui n'avaient pas adopté le mode de vie occidental, considéré comme un signe de supériorité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Les choses ont bien changé, mais certains manuels de géo présentent encore une vision du monde contestable et au service de la politique d'un gouvernement. En France, le contenu des manuels d'histoire géo est parfois encore subordonné à une vision des faits prônée par le gouvernement ou à des préoccupations politiques. Une loi de 2005, par exemple, très contestée,
demandait au programme d'histoire géo de reconnaître en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer. Rôle positif qui est contesté. Mais c'est surtout à l'étranger que les manuels scolaires servent explicitement la politique gouvernementale. Sur les cartes de certains manuels israéliens, par exemple, les zones contrôlées par la Palestine sont à peine visibles et la frontière entre Israël et les États arabes n'apparaît même pas, comme si les territoires censés appartenir à la Palestine étaient en fait la continuité naturelle du territoire israélien. Et dans certains manuels chinois, même logique. Les cartes représentent Taïwan, pays indépendant, comme une province de Chine. Donc, même si les choses ont bien changé, cette vidéo n'est pas qu'une leçon d'histoire, et elle permet d'ailleurs de se rappeler qu'une carte ou une représentation du monde n'est jamais totalement neutre ou objective, d'où l'importance de l'esprit critique. D'ailleurs, la géo, on peut aussi en faire autrement qu'en feuilletant un manuel scolaire, devant un film, dans la rue, en jouant aux jeux vidéo, on va en reparler sur cette chaîne. Et en attendant, si vous voulez trouver plein de ressources en lien avec les programmes de géo, allez voir le site GeoConfluence, c'est une mine d'infos régulièrement mise à jour. Le lien est en description avec toutes les sources. Et en attendant, perdez pas le nord.